Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Normalement, je fais cette conférence en présentiel et non en virtuel, mais vous allez avoir la possibilité de envoyer vos questions à Laurence de la bibliothèque qui va pouvoir ensuite me les partager. Ça peut être aussi à la fin de la conférence ou si vous avez des choses précises à me dire, vous pouvez déjà l'envoyer. Donc, je me présente, Chantal Crépeau. Je suis une aventurière, une animatrice, une écrivaine, une accompagnatrice de voyage. Donc, je suis une passionnée de la vie. J'ai à mon actif environ 45 pays sur 5 continents. Et aujourd'hui, la conférence, c'est un pays qui me tient énormément à cœur, le Pérou. Le Pérou. Quel pays fascinant! Fascinant dans son histoire, dans sa culture, dans ses traditions. Alors, si je vous pose la question, pour vous, c'est quoi le Pérou? Vous allez me répondre sûrement le Machu Picchu, Cusco, les Incas, peut-être même le lac Titicaca, la jungle, la côte. C'est tout ça, en fin de compte, le Pérou. C'est très diversifié, c'est riche, très riche, là, en fait, de culture, de nature et aussi humaine. Alors, on est prêt à partir. On va voir, c'est situé où, le Pérou? C'est en Amérique du Sud, donc les pays sont à côté, c'est l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie et le Chili. Vous voyez la côte Pacifique avec la cordillère des Andes et l'Amazonie en vert. Elle est séparée en 3 zones complètement différentes. On parle de la zone de la côte, des déserts de 2400 km de long. On parle aussi de la forêt amazonienne, qui est 60% du territoire du Pérou, et aussi les Andes, qui ont environ 50 montagnes qui ont 6000 mètres d'altitude. C'est quand même très, très haut. Donc, c'est différents paysages, c'est différentes cultures, les traditions, la gastronomie. On mange très, très, très bien au Pérou. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous à la fin, une petite recette que vous allez pouvoir faire. Donc, l'histoire, chaque région est vraiment unique. Quand on parle de climat, nous avons 28 climats au Pérou, microclimats. Alors, faire la valise, c'est c'est toute une chose à faire. Donc, quand on parle de la valise, mettre des vêtements plus chauds pour la montagne parce qu'il fait quand même assez frais, des vêtements plus légers pour l'Amazonie, mais encore là, ça prend des manches longues pour les moustiques. On pourrait en reparler si vous avez d'autres questions, mais c'est sûr des bonnes bottes de marche. Donc, le climat. Si on parle d'histoire, faire une histoire courte quand même, c'est assez complexe. On pourrait partir du 12e siècle avec les Incas. L'Inca Manco Capac, qui était, faut penser qu'un Inca, c'est le roi et c'est le souverain. Hein? C'est vraiment spirituel aussi. Donc, l'Inca fait tout. Hein? Donc, le Pérou, Francisco Pizarro est arrivé en 1527 et il a réussi à conquérir le Pérou complet en 1532. Comment ils ont pu faire ça en 5 ans? Une poignée d'hommes espagnols sont arrivés puis ont réussi à tout faire détruire un empire inca. Les 5 points, les 4 points en fin de compte, la supériorité d'artillerie, c'est sûr que les Incas n'étaient pas équipés comme les conquistadors. La guerre civile entre 2 demi-frères. Il y avait en fin de compte 2 demi-frères qui faisaient déjà la guerre, Huascar et Atahualpa, et la haine des populations conquises par les Incas. Donc, les tribus inversées, les sacrifices humains. Mais où, en fin de compte, ça fait plus fort, c'est la variole. La variole, les Indiens n'étaient pas immunisés contre cette maladie et souvent, c'est ça qui est arrivé, les Indiens sont morts de la variole. D'ailleurs, Huayna Capac, le premier Inca, il est mort de ça. Et ensuite, il y a eu la guerre aussi avec Huascar et Atahualpa. Savez-vous que en 1532, le conquistador espagnol Francisco Pizarro capture l'empereur Inca Atahualpa et exige une rançon colossale pour le libérer. L'or afflue des 4 coins de l'Empire. On parle alors de 12 tonnes d'or et d'argent, mais l'empereur est finalement exécuté. Il est le dernier empereur de l'Empire Inca indépendant. Les incontournables. Le Pérou, tout est beau en fin de compte.
mais je peux vous souligner plusieurs points. On va parler de Lima, de Cusco, du Machu Picchu, de la vallée sacrée des Incas, le lac Titicaca, Nazca, Arequipa, Huancachina, la forêt amazonienne, la réserve de l'Isla Ballestas et Trujillo. On est prêt à partir? On s'en va à Lima. L'avion pour partir de Montréal à Lima, c'est 8h30 de vol. Par contre, il n'y a pas de vol direct. Donc, il faut faire des escales, environ 11h30. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le même fuseau horaire, donc pas de décalage horaire. Souvent, quand on revient de voyage, on est fatigué. On est fatigué par l'avion, mais on est fatigué aussi du décalage horaire. Donc, on n'en a pas. Bonne nouvelle, il est 7h30 là-bas, il est 7h30 ici aussi. Donc, on arrive à Lima, cathédrale coloniale, à la Plaza Mayor. À Lima, on a souvent des églises en style baroque, des balcons stylisés, des musées, des galeries d'art, des emplacements archéologiques. Il y a le couvent de San Francisco qui est vraiment très intéressant à visiter. C'est un héritage culturel européen. Environ 9 millions d'habitants. Et puis, il a été classé de l'UNESCO en 1991 pour le patrimoine mondial. Et c'est aussi la côte, on le dit, donc l'océan Pacifique. Mais l'océan Pacifique n'est pas si pacifique que ça. Il y a beaucoup des grosses vagues et ça fait la joie des surfeurs, mais il faut être très prudent quand on va à la plage à Lima. C'est une grande ville, alors on a des buildings, on a aussi des centres commerciaux. On parle du quartier Miraflores, c'est le quartier le plus riche de Lima, sur le bord de l'eau avec des petits cafés, des restaurants. Oui, les maisons sont assez avec plusieurs BMW dans la cour, mais il y a aussi une autre vision du Pérou. Il y a aussi les bidonvilles. Je peux vous parler du bidonville Villa Salvador, qui est 350 000 habitants maintenant. J'y suis restée d'ailleurs la deuxième fois que j'y étais. Et c'est un exemple vraiment de solidarité. Maintenant, ils sont rendus à 300 popotes communautaires, 27 écoles. Maintenant, il y a de l'eau, système d'eau, d'égouts, d'électricité. Mais ce n'est pas toutes les bidonvilles qui ont cette chance d'avoir ces trois choses primordiales. Bon, on prend l'avion, on s'en va dans les Andes. On part pour Cusco. La cordillère des Andes longe la façade occidentale de l'Amérique du Sud sur plus de 7000 km. Après l'Himalaya, cette chaîne montagneuse est la plus haute du monde avec une altitude moyenne de 4000 mètres. On s'en va, on prend l'avion. Ça prend 1h15 pour se rendre à Cusco et on arrive à 3250 mètres d'altitude. Je peux vous dire que quand on atterrit, ça prend du temps, l'avion tourne et la piste d'atterrissage, elle est vraiment courte. Alors, quand on sait le temps d'atterrir, on pique du nez assez rapidement. Donc, Cusco, le nombril du monde, la ville sacrée des Incas. Pourquoi, en fin de compte, c'est le nombril du monde? C'est la plus vieille ville habitée de toute l'Amérique du Sud. Il y a un chemin qui va de la Colombie jusqu'en Argentine. C'est sûr que l'architecture, c'est la période Inca et la colonisation espagnole. Il faut vraiment prendre le temps à Cusco de flâner dans les rues, de découvrir tout l'artisanat. Vous allez voir tantôt, je vais pouvoir vous en montrer, de l'artisanat d'un peu partout au Pérou. Et ces fameuses rues avec les murs où c'est qu'on ne peut même pas mettre un couteau tellement c'est vraiment bien taillé. On arrive à la vallée sacrée des Incas. Est-ce que ça va bien pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Laurence? Tout est beau? Parfait. Donc, j'aimerais vous parler du mal de l'altitude. Ça, c'est quand même quelque chose. Et puis, ça n'a pas rapport avec la bonne forme physique. Il peut y avoir un athlète qui va avoir de la difficulté ou une personne âgée n'aura aucune difficulté. L'important, c'est que quand on commence à faire acclimater ton corps, qu'il manque en fin de compte de l'oxygène, il serait mieux en fin de compte de partir avec la vallée des Incas qui est en dessous de 3000 mètres d'altitude, tandis que 3250, c'est Cusco. Qu'est-ce que ça fait comme
comme effet, ben écoutez, on a des étourdissements, on a mal au cœur, perte d'appétit, et on se sent un petit peu là, un petit peu comme si on avait pris un peu trop de pisco. Donc, le moyen aussi, c'est de ralentir, de marcher tranquillement. Je vous suggère, si vous voulez faire du trekking, d'attendre au moins 2 jours pour que votre corps s'habitue. Et on a aussi le maté de coca. C'est quoi le maté de coca? C'est des feuilles de coca en infusion. Ça existe depuis 5000 ans en Amérique latine. Alors, les Incas, les Indiens, on s'en a toujours pris. Ça coupe la faim. Ça donne des vitamines aussi et ça donne de l'énergie et ça l'aide aussi pour le mal des montagnes. Ce n'est pas de la cocaïne, parce que de la cocaïne, il faut la transformer en chimique. Non, mais c'est important parce que tout le monde dit on prend de la cocaïne. C'est quand même la feuille, mais c'est légal aussi et c'est vrai que ça fait du bien quand tu as des étourdissements. D'ailleurs, il y a une boisson qui a la feuille de coca à l'intérieur. Est-ce que vous savez deviner? Le Coca-Cola. C'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'on est accro aussi au Coca-Cola. Alors, on s'en va dans la vallée sacrée, berceau de la dynastie Inca, des paysages à couper le souffle, toujours avec les montagnes. On arrive à Salines de Maras. On arrive en minibus parce que on ne peut pas prendre un gros autobus dans les montagnes. Il y a vraiment des précipices, la largeur des routes. Donc, on arrive là-bas et qu'est-ce qu'on voit? On voit 3600 bassins. C'est magnifique. Au deuxième et troisième avant Jésus-Christ, les bassins approvisionnaient en fin de compte toute la région de Cusco, mais aussi le Pérou. Maintenant, il y en a un peu moins, mais c'est 150 à 200 tonnes par année. Et c'est une coopérative. Donc, c'est de l'héritage de génération à génération. Mais maintenant, malheureusement, ceux qui font la production ne peuvent pas vivre seulement de ça. Donc, il faut qu'ils fassent aussi de l'agriculture. Pisac, qui signifie perdrix, c'est aussi un lieu, le deuxième lieu, je dirais, là, vraiment à voir avec le Machu Picchu, village inca construit au 15e siècle. C'est une ancienne résidence royale de l'Inca Pachacutec. On va en entendre parler de Pachacutec. Il faut tous se souvenir de ces noms-là, hein? C'est comme pas toujours évident. C'est la culture en terrasse. Les ruines et le village de Ollantay Tambo, à 2800 mètres d'altitude. Encore les terrasses. Les pierres sont si bien ajustées que même la lame de couteau, je l'avais dit tantôt aussi, là, dans toute la région, on voit ces pierres-là. Et là, on s'en va à la forteresse de Sacsayhuaman. On dit souvent Sexy Woman, c'est plus facile à apprendre. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là-bas, les gens disent ça, comme ça, c'est pas mal plus facile. Donc, c'est une forteresse qui existe depuis le 13e siècle. On se demande pourquoi la forteresse, quand les Incas étaient vraiment, il n'y avait pas plus d'ennemis, mais c'était sûrement pour gérer les rébellions des peuples assujettis. Donc, 4000 ouvriers pour tailler les pierres, 6000 ouvriers pour les transporter. Ça en fait du monde. C'est immense. Savez-vous comment les ouvriers de l'époque réussirent l'exploit de transporter ces énormes blocs de pierre pesant plusieurs tonnes? Cela demeure un mystère, d'autant plus que les Incas ne connaissaient même pas la roue. Comment les Incas s'y prenaient-ils pour assembler ces énormes blocs de pierre sans joints apparents, sans mortier? Les archéologues savent que les Incas exploitaient la forme naturelle des blocs arrachés aux carrières de pierre. Les ouvriers utilisaient les faiblesses des rochers pour les détacher et les découper. Cela explique les formes parfois irrégulières des blocs, surtout les plus gros. Ça donne quand même une bonne explication. Et là, on s'en va. Quand on est arrivé à Cusco, on a aussi un départ pour se rendre au Machu Picchu. On prend le train à Cusco, souvent tôt le matin. On voit le lever du soleil et on voit des super paysages. Donc, c'est souvent un petit train comme ça ici. Vous avez la route en zigzagant. Et on arrive à un petit village qui s'appelle Aguascalientes. Ça s'appelle Eau Chaude. J'y suis allée 2 fois au Machu Picchu. La première fois, ça fait quand même 30 ans. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Et quand je suis arrivée au petit village, le 30 ans, il y avait juste une auberge de jeunesse. C'est tout. On pouvait aller le soir dans les bains.
avec les habitants. C'était vraiment génial. Et quand j'y suis retournée, là, à peu près 5 ans, ouf, ça avait complètement transformé. Il y a tellement d'hôtels, tellement de touristes. Alors, si vous voulez aller au Machu Picchu, c'est sûr qu'il faut réserver d'avance maintenant parce qu'ils mettent un nombre maximum sur les lieux. Alors, c'est vraiment important de pouvoir réserver. Donc, on part, on s'en va en autobus de Aguascalientes jusqu'au Machu Picchu. Et là, on voit, wow! On est vraiment comme impressionné par le lieu. Ici, la montagne, ça s'appelle le Huayna Picchu. Donc, c'est la jeune montagne et le Machu Picchu, c'est la vieille montagne. C'est comme ça qu'on appelle. Donc, c'est en pleine forêt tropicale. Oui, il fait chaud. Il fait chaud, mais le soir, c'est quand même plus frais aussi. Donc, il y a plus de 200 bâtiments, 1000 à 1200 personnes y restaient aussi. Sûrement, ça a été construit entre 1450 et 1460. C'est la demeure privée de la famille de l'Inca Pachacutec. On s'en servait comme lieu de culte et d'observation astronomique aussi. Et on l'a trouvé en 1911. C'est un Américain qui a trouvé le Machu Picchu, Hiram Bingham. Avant, il n'avait jamais été trouvé, donc jamais pillé. 2430 mètres. On pense que le Machu Picchu est plus haut que Cusco, et non, c'est plus bas. Entrée fortifiée vers la zone urbaine. L'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Souvent de la brume. Quand j'y suis allée la première fois, il y a 30 ans, il n'y avait quasiment pas de touristes. Alors, on pouvait se promener. On pouvait même aller sur les pierres sacrées. Maintenant, c'est clair qu'on ne peut plus faire ça. Saviez-vous que le Machu Picchu semble avoir été abandonné après environ 90 ans, mais il n'y a aucun signe de violence, de feu, d'épidémie ou de sécheresse? Est-ce que c'est afin d'éviter tout pillage ou c'est la découverte par les Espagnols? Ils ne voulaient peut-être pas que les Espagnols le découvrent. Ça reste encore un mystère. Toujours des mystères avec le Pérou. Des lamas, des alpacas et de la vigogne. Quand vous achetez un chandail, comme ça ici, exemple, je pense que ici, il faut que je le montre. Quand ça pique, je vous dis tout de suite, c'est du lama. Quand ça pique pas, c'est de l'alpaca. Et encore, quand c'est encore plus doux, c'est du vignogne. Alors, faites juste vraiment vérifier là, la texture. C'est sûr que c'est meilleur marché aussi avec du lama. Bien sûr, il y a aussi des moutons. J'aimerais, on parle de lieux touristiques, mais j'aimerais aussi vous parler comment que les gens vivent aussi dans les montagnes. Donc, la première fois que j'y suis allée, c'est avec Jeunesse Canada Monde. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Katimavik, dans le temps. Bon, c'est vrai que je ne suis pas jeune, là, mais... Donc, j'ai fait 3 mois dans une province du Canada et 3 mois au Pérou, dans les montagnes, dans une famille. Donc, j'y suis restée. Et une famille, papa, maman et les 3 enfants. Vous voyez la maison en terre cuite, aussi ouverte. La maman, en fin de compte, a souvent le bébé dans le dos. Ça s'appelle une manta. Tu prends la manta ici et tu mets le bébé. Faut que tu fasses attention aussi parce qu'il faut bien fermer parce qu'il y a des falaises hein, quand tu marches. Les mamans, souvent, ils font du tricot. Ils tricotent avec le bébé dans le dos. Puis sur la tête, le lunch du papa. C'est vraiment très spécial. Les femmes sont très polyvalentes. On sait qu'ils ont toujours été polyvalentes, mais ils sont davantage. Le bébé, les enfants vont aussi à l'école, au village, et l'homme va cultiver souvent dans les champs. Je donne un petit exemple aussi des familles. Les enfants, très photogéniques. Bon, vous voyez comment je suis jeune, mais là, je voulais surtout vous parler d'un peu une anecdote dans la chambre. Il y a un caveau à patates, juste de pommes de terre, juste en dessous. La pomme de terre, elle est primordiale pour l'alimentation des Péruviens. Il y a environ 3000 sortes de pommes de terre. Vous avez des brunes, des blanches, des oranges, des mauves, différents goûts. Donc, c'est vraiment très important. Un caveau à patates. Et c'était mon lit, donc plusieurs peaux de mouton avec une couverture. Et un soir, en fin de compte, j'allais justement me coucher. Je voyais que j'avais plus de batterie dans ma lampe de poche. Il me restait juste ça de ma chandelle.
Dans les petites craques, il y a un intrus qui est sorti, une belle grosse tarentule. Brune ou noire, je ne savais pas, je sais juste qu'une tarentule, ça fait quand même peur. Et là, je la voyais monter sur le mur. Là, je m'imaginais que j'étais dans la noirceur dans quelques secondes. Alors, j'ai pris mon journal de bord et j'ai vraiment fessé pour la tarentule. Et justement, la bougie a arrêté au même moment. Et je me suis couchée, je me suis toujours demandé si elle était-tu vraiment morte. Et le matin, je l'ai vue étampée sur mon journal. C'est une petite anecdote de, justement, mes premières aventures. Et oui, je montais aussi en excursion pour aller dans les neiges éternelles. Et j'ai voulu me faire un petit abri, mais il n'y avait pas juste des tarentules. En devant il y avait une roche, il y avait aussi un scorpion. Donc, je me suis dit, j'ai couché dans une ferme en haut avec les moutons et les lamas. Je trouvais ça plus sécurisant. C'est un peu les paysages. Alors, revenons à un site touristique, le lac Titicaca. Est-ce que c'est beau pour les questions? Ah, j'ai une question ici. Oui. Oui, oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi. On peut monter aussi. Ah, je répétais la question, oui, excusez. Il y a un monsieur qui me demande, en fin de compte, si on peut faire de la randonnée pour se rendre au Machu Picchu au lieu de prendre l'autobus. C'est bien la question? Ah, prendre le train aussi, oui, on peut faire aussi de Cusco. C'est plusieurs journées. On peut monter aussi le Huayna Picchu qu'on a vu tantôt. Il n'y a pas de problème. C'est juste que ça prend un peu plus de cardio, un peu plus de forme, mais vous pouvez le faire. Vous avez des gens aussi, souvent des organismes, là, que vous pouvez, des compagnies qui peuvent le faire. Mais certainement, je le conseille même. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais bien aimé. Peut-être un jour, une quatrième fois. Merci. À pied, je crois que c'est 7 jours. C'est ça, 7 jours. Juste de vérifier, là, mais oui, combien, combien de temps? C'est à peu près 6 à 7 jours. C'est beau? Merci. Oups, là, je t'ai rendu au lac Titicaca. Donc, c'est le lac navigable le plus haut du monde, à 3800 mètres d'altitude. Il est énorme, on dirait un océan. On ne voit même pas le rivage de chaque côté. Donc, on va visiter les îles flottantes, une quarantaine d'îles flottantes, et c'est tout construit en roseau. L'île aussi, mais aussi le transport que vous voyez ici. C'est créé par les Huros, les descendants d'un des peuples les plus vieux d'Amérique. Quand on parle de lieux sacrés, je vais vous conter une petite légende tantôt, abrite entre 5 et 7 familles par îlot. On peut voir des étoffes brodées de couleurs. Ici, j'en ai juste un ici, aussi, que j'ai acheté au lac Titicaca. Vous avez eu le temps de le voir. Le mode de vie quasiment identique. Alors, c'est quasiment identique encore. C'est sûr que la nouvelle génération ne veut plus vivre sur les îles flottantes. Ils vont à l'école à l'extérieur. Mais les personnes plus âgées sont encore là, dans ce mode de vie. Saviez-vous que le lac Titicaca est pour les Indiens des Andes le berceau du premier Inca qui aurait surgi de ses eaux, l'île du Soleil? Le dieu Viracocha aurait surgi des profondeurs de ce lac et aurait créé le soleil, l'Inti, la lune, Kia, et les étoiles pour éclairer les ténèbres. Il aurait ensuite conçu les humains en soufflant sur des pierres et les aurait divisés en plusieurs groupes. C'est ainsi que seraient nées toutes les civilisations des Andes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais ça vient des mythologies, ça vient des légendes du lac Titicaca. On poursuit, on est encore sur les îles. On s'en va sur la presqu'île de Cabachika. Aussi que les gens ont gardé encore leur tradition. L'eau, elle est bleue. Vous ne voyez peut-être pas parce que là, il y avait beaucoup de nuages, mais... Oups! OK. Donc, on a fini de partir du lac Titicaca. On va traverser les paysages sauvages de la Pampa. C'est très spécial. On était dans l'autobus, il n'y avait rien, tout était sec et tout d'un coup, bang, on a eu le 4000, quasiment 4500 mètres d'altitude et il s'est mis à neiger. Neiger, grêler, mouiller. On connaît ça ici chez nous aussi, on n'a pas de problème avec ça. Donc, on a traversé le col du Cuarcero Alto.
On a vu les paysages ici avant qu'ils se mettent à mouiller et à neiger. Superbe paysage, vraiment très beau. On s'en va vers Arequipa. Arequipa, la ville aux 3 volcans. Là, on descend, on était rendu à 4500, on descend à 2300 mètres d'altitude. Ça fait du bien aussi pour le corps. Patrimoine mondial en 2000 pour la fusion des techniques de construction européennes et autochtones. Magnifique. Oh oui, un magnifique bleu. Juste avant, c'est vrai, le couvent de Santa Catalina. C'est un complexe religieux qui est fondé en 1580. C'est vraiment à visiter. Il y a toutes sortes de couleurs à Arequipa. C'est du rouge, c'est du bleu, indigo des bâtiments coloniaux, c'est du blanc. On l'appelle aussi la Cité blanche, monument construit en pierre volcanique blanche, encore ici. C'est important encore de se promener, de se perdre dans une ville. Dans ce temps-là, on rencontre des choses qu'on ne verrait pas sinon. Là. Ça, c'est la place centrale, encore avec l'architecture. Et je me suis perdue et j'ai vu un marché. Mais ce n'est pas un marché touristique, c'est un marché pour les locaux. On voit des choses qu'on n'est pas habitué, dont les pâtes de cochon quand même, avec les différentes sortes de patates que je vous parlais de pommes de terre. Les enfants, encore le marché. Savez-vous que le musée de la momie Juanita à Arequipa, l'une des momies les mieux conservées au monde. Elle a été découverte le 8 septembre 1995 à 6300 mètres d'altitude, après avoir reposé 500 ans dans les glaces. Alors, la plus vieille momie, et on peut le voir à Arequipa. On s'en va, les lignes de Nazca. Ça, c'est un autre grand mystère archéologique du monde. Hein. Plus de 70 figures humaines, des animaux stylisés, c'est vraiment la puissance de la culture Nazca. Voyez-vous l'araignée ici? Il faut vraiment être dans les airs pour pouvoir voir ça. Il y a un lieu d'observation où on peut quasiment rien voir. Il faut prendre l'avion qu'on va voir tantôt. Donc, ils ont été tracés entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. On dit que ça doit être un calendrier astronomique, peut-être pour communiquer avec les dieux. C'est peut-être un centre cérémonial aussi, ou une piste d'atterrissage pour le vaisseau spatial. On peut y croire ou on ne peut pas y croire, mais ça reste mystérieux. Là, c'est un singe qu'on voit ici. Et la piste d'atterrissage qu'on voit. On prend un petit Cessna. On était 8 ou 9 à l'intérieur et on voit quand même beaucoup là, d'animaux. Patrimoine mondial de l'UNESCO aussi en 1994. Un colibri, tous des animaux sacrés pour les Nazca, les Incas. Et on poursuit sur la côte, la réserve nationale de Paracas. Et en chemin, bien, on parle de pauvreté, c'est certain. On voit aussi des maisons sur le bord du chemin. On va à la réserve naturelle de l'Isla Ballestas. On compare ça un petit peu aux Galapagos péruviennes. Sûrement un petit peu. Mais on voit des goélands, des pélicans, des manchots, des lions de mer. On entend toute une panoplie d'oiseaux. Donc, ils récoltent encore le guano, le fienté des oiseaux marins pour faire du fertilisant. Et là, on part en forêt amazonienne. On parle de Puerto Maldonado, de Tarapoto et d'Iquitos. La température moyenne en Amazonie est de 27-28. Mais c'est pas là qui fait que ça fait plus chaud, c'est qu'en saison humide, il y a environ 88% d'humidité. Alors, ça fait friser les cheveux, je peux vous garantir que c'est assez chaud. On voit des singes, on voit des oiseaux, des papillons. Donc, la forêt tropicale amazonienne recèle plus d'espèces animales que toute autre région du monde. Haras, singes, fourmis, soldats, tatous, des milliers de papillons, des 900 espèces d'oiseaux, des dauphins d'eau douce, aussi on les appelle les dauphins roses, les arbres, les végétaux. Les réserves nationales cachent des territoires reculés où vivent des tribus amazoniennes depuis des siècles. Les lodges, on va dans les lodges. On part très tôt le matin
pour pouvoir voir les animaux parce qu'il fait encore plus chaud, donc c'est important de pouvoir partir tôt pour les voir. Et on était avec notre guide Urbano. Il y avait juste un petit trou. Puis là, il nous avait dit de faire attention au marché. Et il a pris un bâton, il l'a mis dedans. Puis là, on a vu une toute petite araignée. Puis là, tout le monde a fait « Oh, elle est donc cute! » Et là, on a vu le papa ou la maman sortir encore des tarentules. Fait que là, on a compris que oui, il faut faire attention où on met nos pieds. Pas juste des tarentules, il y a des serpents, il y a toutes sortes de choses. C'est ça, je vous en dis pas plus, mais ça reste que... Mais qu'est-ce qui est vraiment formidable aussi d'aller en Amazonie, c'est de faire le petit tour de soir. Le petit tour de soir en pirogue pour la recherche des caïmans. Donc, on va au coucher du soleil, on s'installe, c'est silencieux. Puis là, on voit juste des yeux scintiller chaque des côtés pour voir les caïmans. C'est vraiment magnifique. On prend ici les petites barques ici, les arbres, des petits arbres, des gros arbres, il y en a tellement. Ça, on appelle l'arbre magique. C'est une fleur qui fait un petit pépin rouge. Puis on fait des colliers, on fait des bracelets avec, ça porte chance. Encore les expéditions. Les singes hurleurs, une petite place aussi pour se reposer quand il fait tellement chaud. Autobus, les fruits. En expédition, il y avait un fruit que notre guide a ouvert et il nous a dit vous pouvez mettre votre doigt dessus. Et là, une dame a dit est-ce que je peux y goûter? Fait que c'était pas nocif. Alors, elle a mis sa langue, mais ce qu'il nous a pas dit, c'est un fruit qui fait de la teinture. Bref, on avait le doigt bleu, mauve, et elle avait la langue mauve. Et ça dure de 2 à 3 jours. On s'est bien amusé avec la teinture du fruit. On en voit partout, partout. Le parc national de Huascarán, on s'en va dans la cordillère blanche. Laguna 69, 400 lacs, environ 27 pics. Toujours des neiges éternelles, c'est magnifique. Trujillo, c'est la ville de l'éternel printemps. C'est des maisons coloniales encore colorées. C'est la région qui fut peuplée par 2 importantes civilisations pré-Incas, c'est les Mochicas et les Chibis, juste avant les Incas. Corps colonial, toujours la Plaza de Armas qu'on appelle. Colonial. Bon, la question souvent qu'on me demande, quand partir au Pérou? Difficile avec un microclimat de 27-28 que je vous ai dit, c'est comme pas évident. Mais on peut dire que de mai à fin août, début septembre, ça serait l'idéal. Il ne faut pas oublier que dans Lima et les côtes, c'est l'inverse de nous. Donc, en décembre, il commence l'été et nous, on commence l'hiver. Donc, plus qu'on arrive au mois de avril, mars, avril, là, c'est vraiment chaud. Les Andes, c'est mieux entre mai et octobre. Et la région amazonienne, c'est juillet et août. Oui, alors, vous avez une question? Est-ce que c'est possible de faire du surf au Pérou? Certainement qu'on peut faire du surf. Je vous ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la côte Pacifique, oui, je vous l'ai dit que c'était pas évident les vagues. Donc, vous pouvez faire du surf à Lima, mais vous pouvez faire du surf aussi de sable dans les déserts. Ça aussi, ça peut être intéressant. Oui, on peut faire du surf. Puis les gens viennent justement à Lima parce que les vagues sont vraiment grosses. Peut-être pas comme en Hawaï, mais quand même, c'est des grosses vagues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excuse-moi. OK, les dates de mes derniers voyages. Bien, écoutez, le premier voyage, j'avais 17 ans, alors ça fait quand même très longtemps. Faudrait que je calcule, là, mais après ça, je l'ai fait aussi à 19 ans. Et le dernier que j'ai fait, ça fait à peu près 4 ans. Les 2 premiers, c'est avec, comme je vous avais dit, des organismes de développement international. Et le dernier, c'était comme accompagnatrice, j'accompagne aussi des groupes au Pérou. Ça fait quand même, mais ma dernière année, ça fait quand même 4 ans environ. C'est beau? Oui, merci. Quand partir au Pérou? Donc, de mai à septembre, on ne se trompe pas. L'Inti-Raymi, c'est la fête du soleil. Je vous avais dit que soleil, c'était Inti, donc c'est la fête d'Inti-Raymi qui a souvent, en fin de compte, au mois de juin. La culture, il y a beaucoup de céramique,
la momie, la danse, la flûte de Pan. Ça aussi, c'est magnifique à entendre. L'artisanat, des bracelets, des petites sacoches, vous avez des chandails, vous avez ici des tapis, des couvertures, des manteaux, des chapeaux. Chaque région a un chapeau différent. Est-ce qu'on le voit? Oui. Plus bas? Bon. Donc, chaque chapeau a a sa région différente. Ça, c'est la région de Huancayo. Quand j'ai vécu dans les montagnes, c'était au centre du Pérou. C'était le chapeau. Les mercados, les marchés qu'on voit. On peut se faire, bien sûr, au marché de bons jus de fruits avec de la papaye, des ananas, c'est délicieux. Le pisco, j'en ai parlé tantôt, c'est la boisson nationale, c'est de l'eau de vie de raisin. Je vais vous donner la recette tantôt. La bière cristal, l'Inca Kola. L'Inca Kola, en fin de compte, c'est ça ici, la bouteille. C'est un genre de breuvage jaune fluo qui goûte un peu la gomme ballon. Fait que c'est la boisson quand même que les gens prennent. Moi, personnellement, j'aime mieux la chicha morada. La chicha morada, c'est du maïs, vous voyez, il est mauve, qui est fermenté, qui met aussi des clous de girofle à l'intérieur, de la cannelle, avec un petit peu de citron. Mais c'est... Puis, n'oublie pas du sucre de canne aussi, parce que c'est un peu sucré. Ça donne une petite idée. La nourriture, le pachamanca, c'est dans la terre. Donc, on met de la viande, du porc, du bœuf, du poulet avec des légumes et on enterre le tout en dessous puis on met des pierres chaudes par-dessus. C'est vraiment très, très, très bon. Le ceviche, c'est la vedette. Hein? Ça, c'est la vedette des plats péruviens. C'est du poisson frais blanc, genre de mariné là, avec cru, avec du citron et des oignons et du piment rouge fort. Quand même, c'est un poquito pimenté. Le cuit, le cochon d'Inde. Tantôt, je vous ai montré un peu les enfants, leur milieu où ils restaient. Souvent, le cuit, le cochon d'Inde se promènent dans la maison. Les enfants jouent avec. Et des fois, on voit que le dimanche après-midi, quand on mange, on le voit dans notre assiette. Une patte de cuit. Bon, pour nous, c'est un animal domestique, on a un peu de la misère, mais eux autres, ça fait longtemps qu'ils mangent du cuit, du petit cochon d'Inde. La papasse à la huancaina. Donc, c'est un plat typique de la cuisine péruvienne, des pommes de terre avec de la sauce au fromage. Là, je vous ai donné la recette, mais là, je ne vais pas la passer avec vous. Vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube après, là, qui va rester, la conférence va rester. Vous allez pouvoir prendre la recette. Mais je peux vous expliquer, par contre, d'où vient la légende de la papa à la huancaina. C'est d'origine de cette sauce. C'est lié au plus haut chemin de fer au monde de l'époque qui reliait Lima à la Oroya en 1893, puis à Huancayo en 1908. Une paysanne de Huancayo voyageait de sa ferme à la Oroya afin de vendre ses pommes de terre aux mineurs et cheminots qui travaillaient sur la voie de chemin de fer. Cependant, elle n'arrivait pas à vendre ses pommes de terre. C'est pour cela qu'elle créa cette sauce afin de mieux vendre ses pommes de terre, ce qui fonctionna très bien. Le nom du plat viendrait même des cheminots qui, quand ils cherchaient cette paysanne, s'écriaient « Hey, donde están las papas a la huancaina? » Soit « Où est cette dame de Huancayo avec ses pommes de terre? » C'est parti de ça, la papa à la huancaina, qui est délicieux. Très facile à faire aussi avec les enfants. Bon, un autre plat qui n'est pas pour les enfants, mais qui est pour les adultes, qui est vraiment délicieux, le pisco sour, un de mes drinks préférés. Cocktail national péruvien. C'est le pisco. Vous pouvez prendre du pisco juste avec de la glace, mais là, c'est vraiment avec du blanc d'œuf, du jus de lime, du sirop de canne et de la glace. Très facile à faire et vous pouvez aussi acheter le pisco à la SAQ. Bon, un petit quiz, voir si vous avez retenu des choses. Quelle est la capitale du Pérou? Lima. Quelle est la langue officielle depuis 1975? Le Quechua, qui n'est pas très facile à comprendre. Quelle est la civilisation précolombienne du groupe andin? Les Incas.
Et sa population, je ne vous l'ai pas dit, je crois, c'est environ 32 millions d'habitants. Et rester, c'est exister, voyager, c'est vivre. C'est un peu ce que je me dis tout le temps. Donc, si vous avez des questions, je vais laisser une autre image. Est-ce que Laurence a des questions? Oui? OK. OK. Je pourrais vous montrer, en fin de compte, un peu l'artisanat ici. Juste me dire si on voit bien avec la caméra. Plus bas? OK. C'est vraiment fait à la main. C'est une courgette. C'est une courge, en fin de compte, qu'on rouvre ici, qu'on voit. Et tous les petits détails sont faits à la main. Et ça, j'ai quand même acheté ça quand j'avais 17 ans. Alors, ça restait quand même assez beau aussi. Des petits tapis. Des petits tapis, j'ai l'air d'une vendeuse. Le tapis ici avec le signe du tumi. C'est le couteau cérémonial des Incas. C'est tout doux, là. C'est tout fait. Ça, c'est pas du lama. C'est plus du l'alpaca avec du mouton. Vous avez le chandail que je vous ai montré. Les petits côtes aussi. Ça pique, mais c'est très, très chaud. C'est parfait pour chez nous à l'automne et au printemps. Un pack-sac aussi tout fait, tissé. Beaucoup de personnes font du tissage là-bas aussi. Et bien sûr, la fameuse tuque péruvienne qu'on peut voir souvent dans les magasins ici. Et une genre de flûte aussi. On peut jouer. Non, on ne voit pas. Donc, ici, comme ça. Alors, j'espère... oui, vous avez une autre question? Oui, parfait. L'espagnol, oui, c'est la langue officielle. Ben, c'est le quichua, mais c'est la langue officielle, c'est l'espagnol. Donc, c'est sûr, parler espagnol là-bas, c'est fantastique. L'espagnol, vous le savez, vous pouvez vous prendre n'importe où. Le quichua, c'est un petit peu plus dans les villages, plus reculés. Un peu comme je vous ai montré, Huancayo, là, c'était beaucoup, il parlait le quichua. Alors, des fois, il me parlait, puis je comprenais l'espagnol, puis quand il ne voulait pas que je comprenne, ben, il me parlait en quichua. Puis moi, quand je ne voulais pas qu'il comprenne, ben, je parlais en français. Donc, c'était... Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Road trip, vous pouvez faire... oui, vraiment. C'est juste que, oui, est-ce que c'est propice à faire un road trip au Pérou? La première question peut-être que je pourrais poser, est-ce que vous connaissez un peu la langue espagnole? Parce que là-bas, l'anglais, c'est pas répandu, hein? Donc, ça serait mieux de connaître un petit peu la langue espagnole. Prendre l'auto, oui, mais ça dépend où vous allez aussi parce que c'est quand même très haut. Il y a des ravins. Moi, je ne conduirais pas parce que c'est quand même très étroit. Quand on rencontre un autre auto qui s'en vient, il faut que tu recules dans des petits chemins. C'est pas partout, ça dépend où vous voulez aller. Mais renseignez-vous sur la qualité des chemins aussi. Mais les Péruviens sont vraiment formidables, très, très gentils, très amicaux, veulent toujours rendre service. Alors, c'est quand même assez facile et c'est très, très bon marché de pouvoir aller au Pérou. Des hébergements, écoutez, vous pouvez avoir ça là, à 30 vous pouvez manger là, à 5 c'est vraiment, là, c'est pas l'Europe, là, mais c'est c'est très, très bon marché. Oui, combien de temps pour visiter le Pérou? Wow, toute une question, parce que vous avez tellement de choses à voir. Vous pouvez le faire en 14 jours comme vous pouvez le faire en 2 mois. Si vous voulez tout voir jusqu'aux cordillères blanches, ça prend un bon mois pour pouvoir tout visiter. Là. Mais pas tout visiter, là, c'est clair. Là. Ça dépend si vous voulez rester longtemps aussi en Amazonie. Mais je dirais que 3 semaines, on fait quand même le tour assez rapidement. Est-ce qu'une partie de l'Amazonie qui passe par le Pérou? Oui, bien sûr. Je vous l'ai dit tantôt à Porto Maldonado avec Iquitos et Terapoto. Oui, il y a une partie. Il y a 60% du territoire péruvien qui est amazonien, qui est de l'Amazone. La monnaie, c'est le sol qu'on appelle. Oui. Puis vous avez quand même beaucoup de la différence d'argent est quand même assez pour nous autres, c'est avantageux pour les Canadiens.
C'est bon. Alors, j'espère que vous avez aimé la conférence sur le Pérou. Il y a tellement de choses à dire. C'est tellement un très beau pays. Comme je vous dis, les gens sont magnifiques. Les traditions, la culture, l'histoire. Alors, je vous souhaite juste un très, très beau voyage au Pérou. Et sinon, ben, peut-être pas en ce moment, mais ça va venir un jour. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.